Merci beaucoup, Madame Parisot, Monsieur le Président Schweitzer, Monsieur le député européen, Monsieur le député Villani, Monsieur le député Dombreval, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'honneur. D'abord, moi, je voudrais vous remercier pour votre invitation, invitation à débattre, à échanger aujourd'hui. Je pense que c'est toujours très important d'avoir ces moments d'échange et de confronter des points de vue et de pouvoir se le dire comme ça dans la noblesse et la beauté d'un tel endroit plutôt que de manière interposée sans réussir à véritablement comprendre les arguments des uns et des autres. Et je voudrais aussi vous remercier parce que comme vous l'avez dit, c'est des moments qui sont parfois trop rares de pouvoir échanger de manière collaborative avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des points de vue, l'ensemble des parties prenantes de la sorte. Et je voudrais vraiment vous remercier parce que vous avez permis à la Fondation Droit Animal de le faire. Et je crois que cette journée en est un très beau témoin. Donc un grand merci à vous pour l'organisation et la tenue d'un tel colloque. Je voudrais également, dans mes propos, dire à quel point, au-delà des positions des uns et des autres, le sujet aujourd'hui, il est important. La question du bien-être, et d'ailleurs de l'avoir lié à la question de l'avenir de l'élevage, c'est un sujet extrêmement important. C'est un sujet extrêmement important parce que c'est un sujet de société, parce que c'est un sujet de court terme, mais surtout de long terme, et les questions tout à l'heure l'ont posé avec beaucoup de justesse. Et c'est un sujet aujourd'hui qui anime énormément et qui, à mes yeux, mérite justement d'avoir de tels moments d'échange avec cette volonté de le faire dans une certaine forme de sérénité, comme vous l'avez proposé, Madame Parisot. Et je voudrais, au final, vraiment assurer le fait que vous soyez éleveur, que vous soyez producteur, que vous soyez association, que vous soyez parlementaire, que vous soyez ministre, il y a d'abord une volonté collégiale d'avancer sur ces sujets. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur la façon qu'on a d'avancer qu'il y a une opposition sur le fait que le sujet ne serait pas un sujet d'actualité et un sujet d'importance dans notre société. La façon même que vous avez eue d'intituler ce colloque le montre. Et je voudrais vraiment commencer en le disant. Et puis je voudrais partager avec vous un certain nombre de convictions que j'ai. Trois précisément. La première conviction, c'est qu'on est face à un sujet d'une extrême complexité. Et un sujet, je le dis tel que je pense, où il faut faire attention, et ça n'est pas un jugement de valeur, je dis juste, c'est une parole de responsable politique. Il faut faire attention à ce que ce sujet ne soit pas traité uniquement sous le sceau de l'émotion, mais avec beaucoup de raison. Et je le dis avec un profond respect. Mais je le dis en tant que responsable politique parce que la bonne politique n'est jamais une politique de l'émotion. La bonne politique est une politique de la raison. Et je crois que c'est très important à dire. Et c'est d'autant plus important quand le sujet est extrêmement complexe. Parce que oui, on a un sujet qui est très complexe. Alors, il est d'abord complexe parce que dès lors qu'on évoque le bien-être animal, et je crois que toutes les tables rondes de la journée l'ont montré, il y a des sujets qui viennent s'entrechoquer. De vision, de positionnement que certains qualifieraient de philosophique, que d'autres qualifieraient de scientifique, que d'autres qualifieraient de morale, d'autres de vertueuse ou de pas vertueuse. Tout état de cause, il y a des convictions qui viennent parfois s'opposer les unes aux autres. Deuxièmement, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est un débat de société dans lequel, et vraiment j'insiste dessus, la sincérité des uns et des autres est probablement totale, et ce qui rend le débat d'autant plus compliqué. Et je crois que les échanges l'ont bien montré. Donc certaines personnes disent, dans leur pleine sincérité, moi je considère que tel acte ne relève de la maltraitance ou n'est pas suffisamment du bien-être. Et parfois, et ça je pense qu'il faut faire très attention, pointe du doigt celles et ceux mêmes qui par exemple aujourd'hui sont éleveurs, parce que c'est une réalité. Et que ces mêmes éleveurs qui, dans la même réalité, et je le dis, je l'assène, je le signe, les éleveurs aiment les animaux. Un éleveur qui n'aime pas un animal n'est pas un éleveur. Certains vont dire, c'est pas possible.
Mais si, les éleveurs, ils aiment leurs animaux. Et les éleveurs aujourd'hui, précisément parce que d'autres, dans leur pleine légitimité et sincérité, disent « je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font », l'éleveur, lui, dans sa pleine sincérité et de manière légitime, va passer son temps à se défendre en disant « mais si, regardez ce que moi je fais », et se sent attaqué. Et donc, on arrive à un débat qui très souvent s'électrise avec les uns disant « mais vous savez, moi j'aime mes bêtes et je fais ce que je peux », et d'autres disant « faites plus, faites plus, faites plus ». Et c'est ça la réalité de la société dans laquelle on est. C'est ça. Il faut faire très attention quand on a un tel débat de société. Le troisième volet qui rend la situation très complexe, c'est qu'on est, pour reprendre ce que disait Madame Parisot tout à l'heure, on n'est pas face à un sujet de construction, de production industrielle, on est face à un sujet qui emporte la nature. La nature, par définition, est incroyablement complexe. On est à un sujet qui vient confronter des aspects naturels. Ce qui veut dire que lorsque, un exemple très concret, on parle de bien-être, et vous l'avez dit, monsieur, tout à l'heure, de la Fondation Brigitte Bardot, le bien-être animal, c'est clairement défini. On a les 5 axes du bien-être animal. Bien-être animal, parfois, vient se confronter, et c'est une réalité, mais qui relève de la complexité de la nature, vient se confronter à d'autres réalités. Vous savez, c'est quand vous prenez un organe de contrôle sanitaire, l'organe de contrôle sanitaire, il préfère un élevage qui soit plutôt fermé qu'un élevage qui soit plutôt ouvert. Regardez ce qui se passe en ce moment avec la peste porcine africaine. C'est quoi la réponse à la peste porcine africaine? Mais c'est de faire surtout en sorte qu'on n'ait pas un sanglier, alors c'est pas en France, mais en Allemagne, qu'on n'ait pas un sanglier qui vient de toucher un cochon d'un élevage. Et donc là, vous êtes à une dualité purement naturelle, qui est de se dire comment vous conciliez les deux, purement naturelle. Et puis, troisième complexité là-dessus, au-delà du sanitaire, c'est la question de l'aménagement du territoire qu'on évoquait tout à l'heure avec la décision individuelle, une poule en cage ou une poule pas en cage, versus l'aménagement du territoire avec les 40 millions de poules. Le porc, vous l'aviez peut-être dit tout à l'heure, si demain vous mettez tous les porcs dehors, c'est un département. Un département. Et là aussi, contrairement à ce qui est dit, la taille d'un élevage de porcs en France est incroyablement plus petite que la taille des élevages de porcs à l'international. Incroyablement plus petite. Et c'est ça qu'il faut prendre en comparaison. Deuxième élément sur cela, c'est que face à cette complexité, comment il faut agir? Bon. Moi, je pense que vous connaissez cette phrase du général de Gaulle, vers l'Orient compliqué, j'avançais les idées simples. Moi, je pense qu'il faut, vers cette question compliquée, avancer avec des idées un peu simples. C'est quoi les premières idées? Et j'ai bien conscience, au vu des questions-réponses, que certains, en tout cas, ne les partageront pas toutes. Moi, je pense que la première chose, c'est justement d'éviter l'amalgame entre la maltraitance et le bien-être. Je pense que c'est très important. Très important. Parce que, notamment, ce que j'indiquais tout à l'heure, quand vous dites à un éleveur qu'il fait un acte de maltraitance, ou quand vous dites à un homme ou une femme qui bosse dans un abattoir, et on a fait le test tout à l'heure, personne ici dans cette salle ne souhaiterait aller lui-même travailler ou elle-même travailler dans un abattoir, qu'en plus, en fait, l'acte qu'il est en train de faire, alors que cet acte est de permettre de nourrir la population, c'est un acte de maltraitance, ça ne marche pas. Et moi, je pense que c'est d'ailleurs absolument pas conforme à la réalité. Et donc, il nous faut séparer la maltraitance et le bien-être. Et je voudrais saluer les travaux, notamment faits par mes amis parlementaires, que ce soit M. Dombreval ou M. Villani. Vous savez, sur le sujet des animaux domestiques, et qui est très cher à beaucoup d'entre vous, on a encore tant à faire sur, là, pour le coup, uniquement la question de la maltraitance, qui doit se condamner. L'abandon des animaux, l'abandon des animaux, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits ces derniers temps. Il faut aller beaucoup plus loin sur la lutte contre l'abandon des animaux, mais beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, l'abandon des animaux est un acte de maltraitance reconnu par le code pénal que j'évoquais tout à l'heure. Le deuxième élément qui est très important, c'est que la maltraitance, ça se combat, et le bien-être, ça s'accompagne. Et c'est ça la grande différence. Le bien-être, ça s'accompagne. Moderniser un élevage, investir dans un abattoir, ça s'accompagne. Et ça ne peut en aucun cas résulter uniquement d'une injonction. Ça ne marche pas. Parce que ce qu'il faut vraiment reconnaître, et je comprends que vous l'avez eu dans les débats depuis ce matin, c'est que le bien-être animal, c'est au final une question de transition.
et qu'une transition, ça a un coût. La réalité est là. Une transition, ça a un coût. Et que, précisément, cette transition qui a un coût, on doit l'accompagner. Alors, comment on fait pour l'accompagner? Puisque ça a un coût, il y a la question des rémunérations des éleveurs ou de la rémunération des abattoirs. J'évoquais tout à l'heure les abattoirs. Je vous indiquais qu'un abattoir, aujourd'hui, ça gagne rien, mais rien. C'est précisément pour cela que Louis Schweitzer, en son temps, et moi, aujourd'hui, j'ai investi, et on est en train d'investir massivement dans les abattoirs, précisément parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité d'investissement. Donc, on peut passer notre journée à dire de manière, avec une injonction, abattoir, vous devez, vous devez, vous devez, vous devez. Si la personne n'a pas la capacité d'investissement, et pourquoi il n'a pas la capacité d'investissement? Parce qu'il n'a pas la juste répartition de la valeur dans toute la chaîne, ça ne marche pas. Donc, premier point. Deuxième point, ayez en tête, vous savez, en 2012, il y a eu les premières grandes modifications, notamment sur les normes d'éleveurs de volailles. C'est 2012. Hein. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il reste 1 milliard d'euros d'encours de remboursement apportés par les éleveurs de volailles. 1 milliard. 83% des éleveurs n'ont toujours pas remboursé les emprunts qu'ils avaient contractés en leur temps. Et donc, même combat, on peut dire, c'est pas grave, on va dire aux éleveurs de volailles, vous avez qu'à faire ça, 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 ça. Mais c'est quoi la conséquence? C'est qu'ils ferment et que demain, on fait quoi? On mange du poulet ukrainien. Et donc, je dis ça parce qu'il nous faut réaliser, j'ai rien contre l'Ukraine, mais il nous faut réaliser qu'une transition, ça a un coût. Et donc, on doit adresser ce sujet du coût si jamais on veut évoluer rapidement sur la question du bien-être animal. C'est essentiel. Et l'État peut compenser ou peut faire le pont lorsque c'est nécessaire, mais l'État ne peut pas tout, évidemment, sur cette question du coût. Et ça, je crois qu'il nous faut absolument le faire. Et ce qui veut dire que, autre conviction, je pense que définitivement sur ce sujet-là, nous sommes tous des acteurs, tous. Évidemment, le producteur, parce qu'il y a cette question de la répartition du coût les uns avec les autres pour justement améliorer la rémunération des éleveurs ou de l'abattoir. Évidemment, le consommateur, parce que celui qui, à la fin, achète la viande, ça reste quand même le consommateur. Celui qui, au moment de l'achat de la viande, se dit « est-ce que moi, je suis prêt à rémunérer plus pour permettre à cet éleveur d'aller encore plus loin ?» Parce qu'encore une fois, je l'assène, je le signe, un éleveur aime ses animaux et le premier à vouloir plus de bien-être, c'est l'éleveur. Le premier, avant tout. Mais il faut qu'il ait les moyens de le faire. Et ce n'est pas du tout être dans une position économique qui viendrait opposer le bien-être. Ce n'est pas du tout ça la question. C'est juste une réalité, une transition, ça a un coût. Et le troisième, c'est la question des pouvoirs publics et des responsables politiques qui doivent donner une vision et accompagner. Le deuxième grande conviction que je voulais partager avec vous, c'est la question de la transition. La transition, certains diront « ça ne va pas assez loin », et encore une fois, je le respecte. D'autres diront « vous nous mettez déjà une grosse pression ». Bon, la transition, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement aujourd'hui. Et ça, je crois qu'il faut le reconnaître aussi pour d'où on part et jusqu'où on veut aller. Il y a un mouvement, c'est indéniable. Il faut le reconnaître, même ceux qui critiquent, il faut le reconnaître, ce mouvement. Le premier mouvement, c'est avec les plans de filière. Vous savez, ces fameux plans de filière auxquels beaucoup d'entre vous ont participé dans le cadre des ateliers généraux de l'alimentation. Prenez les poules pondeuses. En 2008, on était à 19% de poules pondeuses en élevage alternatif, 2008. 2016, 33%. 2018, 42%. 2020, 53%. Vous voyez l'écart, la rapidité avec laquelle la chose évolue. Ça veut dire qu'il faut continuer cela, mais ça veut dire qu'il faut continuer toujours en ayant conscience des réalités de terrain, confère ce que je vous disais tout à l'heure sur les recours sur recours sur recours. Et là, il ne suffit pas de donner une injonction à l'éleveur. Hein. L'éleveur, quand il prend des recours sur recours et qu'il met 3 ans pour essayer d'ouvrir un élevage, il y est foncièrement pour rien. C'est une sorte d'injonction paradoxale sociétale. Mais ça existe dans notre pays. C'est un charme français, diraient certains. Et donc la question, c'est comment on fait pour aller encore plus vite là-dessus. Alors, il y a des dispositions réglementaires. Ces dispositions réglementaires, elles peuvent être utiles pour accélérer, ou législatives, utiles pour accélérer la transition. Je pense notamment
est-ce que nous sommes en train de faire sur la castration à vif des porcelets qu'on doit arrêter avant fin 2021. Je ne rentre pas dans le détail, on pourra en parler, mais on est justement en train d'accompagner toutes les filières sur ce sujet très important. Ceci dit en passant, qui demande la castration à vif des porcelets? Enfin, qui demande de castrer les porcelets à la fin? C'est le consommateur. Hein. N'oubliez jamais ça aussi. C'est le consommateur. Parce que le consommateur se dit, moi, si j'ai un bout de jambon qui ne sent pas bon, je ne le prends pas. Ça ne sert à rien d'incriminer. L'éleveur, il ne le fait pas parce que ça l'amuse. Il a d'autres loisirs que de faire ça, un éleveur. Hein. Je vous le garantis. Il le fait parce qu'à la fin, le consommateur lui demande. Donc, quand je vous dis tout à l'heure qu'on a tous une responsabilité collégiale, cette responsabilité, elle est là, elle est devant nous. Alors, ce n'est pas que le consommateur, c'est le producteur entre les deux qui pourrait aussi se dire comment on fait pour améliorer la chose. Bon. C'est aussi la fin annoncée du broyage à vif des poussins mâles. Et ça, on s'est fixé la même échéance. Et là, je vous le dis parce qu'on en a reparlé encore dernièrement, on a beaucoup avancé avec le couple, enfin, au sein du couple franco-allemand sur ce sujet. On a mis en place un comité en commun pour pouvoir avancer avec le couple franco-allemand sur ce sujet. Il y a la question du transport des animaux. Le transport des animaux, c'est un sujet, je sais que vous êtes très attachés. On a pris un arrêté en juillet 2019, donc ça a 1 an. Il faut le faire respecter, il faut continuer à faire des contrôles dessus. Il y a une question aujourd'hui qu'il nous faut vraiment... Enfin, il y a 2 sujets sur lesquels aujourd'hui on doit prendre position. La première question, c'est au niveau européen, faire son harmonisation. Parce que qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a aujourd'hui un énorme trou dans la raquette sur ce sujet. On en a pris conscience, on en a parlé pas plus tard qu'il y a 1 mois avec tous les ministres européens pour voir comment on harmonise, et notamment, vous savez, dans ces pays tiers, comment on fait des véritables vérifications de savoir comment ça se passe une fois que le camion est sorti, par exemple, des frontières européennes. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est la question maritime, qui, je sais, là aussi, concerne beaucoup d'entre vous. Sur ce volet réglementaire, et là, je voudrais aussi le dire clairement, ça ne pourra pas marcher si on n'arrive pas à être beaucoup plus allant sur la question du marché commun. Et vous êtes plusieurs à l'avoir soulevé tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, 80% de la volaille hors domicile, c'est de la volaille importée en France. Et aujourd'hui, si dans un supermarché, on sait déterminer d'où vient la viande, dans la restauration hors domicile, c'est très, très, très compliqué, voire pas possible. Dès lors que c'est un produit transformé, vous n'avez pas l'obligation de le déterminer. Et donc ça, moi, je me bats farouchement sur ce sujet. J'ai bon espoir de réussir. Enfin, l'objectif que je vous dis, et vous me direz si j'ai réussi à le tenir, c'est qu'il y a un décret qu'on doit prendre pour nous permettre d'imposer l'origine des aliments dans la restauration hors domicile, notamment lorsque c'est un aliment transformé, pour savoir ce que je disais tout à l'heure, qui de la saucisse ou du cordon bleu vient de telle région de France, d'Europe ou à l'extérieur de l'Europe, pour informer le consommateur. On a un sujet de discussion avec la Commission européenne sur le sujet, et mon objectif, c'est de sortir enfin ce décret au début de l'année prochaine pour pouvoir le mettre en place. Et c'est pour moi un sujet essentiel, parce que le marché commun ne peut pas être d'un côté je demande plus et on va accélérer la transition déjà en cours, et de l'autre se dire je laisse sous les facteurs d'une concurrence déloyale imposer et entrer d'autres marchandises. Et puis, deuxième élément, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le redis, la France s'oppose au Mercosur. Et la France s'oppose au Mercosur. Le poulet brésilien, je pourrais vous raconter des anecdotes dessus, je m'en passerai puisque tout est filmé, mais bon, on s'oppose au Mercosur. Le troisième élément, c'est ce que je disais tout à l'heure en réponse à Madame sur la politique agricole commune. C'est très technique, mais c'est très politique, en vrai, la politique agricole commune. Toutes les décisions prises au sein de la politique agricole commune, ça a des énormes incidences en termes de politique nationale. Et donc, ce qu'on a décidé dans la nuit de mardi à mercredi, de faire en sorte que sur tous les paiements directs, il y ait maintenant une conditionnalité d'avoir 20% de ces paiements directs à l'échelle de l'État qui soient soumis à des normes environnementales, et on y a inclus le volet bien-être animal. Et on doit continuer à discuter, comme je disais à Madame Parisot, dans les prochains mois jusqu'à cet été, pour voir comment on le décline dans notre plan stratégique national. C'est tout nouveau.
On l'a fait il y a 24 heures. C'est une sacrée avancée parce que c'est ça pour moi aussi une question de la souveraineté du système agroalimentaire français et européen, c'est qu'il y ait véritablement cette convergence qui s'applique au sein de tous les pays. Et puis, dernier point sur cette transition, moi je pense que cette transition, il faut aussi que notre enseignement agricole se l'approprie pleinement. Je ne rentre pas dans le détail, mais cette transition dans l'enseignement agricole est évidemment quelque chose de très important. Ma première conviction, c'est donc la complexité. Il faut avancer simple malgré la complexité. Ma deuxième conviction, c'est que face à ça, on a une transition, que cette transition elle est déjà en cours, et que la question de savoir comment on peut l'accélérer, c'est d'abord régler le sujet du coût, du revenu, une transition à un coût, de régler le sujet de la protection, c'est ce que je dis sur l'aspect réglementaire versus l'entrée d'autres ne respectant pas ce réglementaire. Et le troisième, c'est de créer cet accompagnement, chacun dans sa responsabilité. Et je voudrais terminer sur une dernière conviction, qui est, moi je pense qu'il est possible, au regard de tout ce que je viens de vous dire, de continuer à avancer, de continuer à avancer rapidement. Et je voudrais partager très rapidement avec vous quelques points là-dessus. Je pense qu'il y a un des premiers sujets, c'est la question du contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle, comme dirait l'autre. Le contrôle, c'est important parce que précisément, dès lors qu'on contrôle et qu'on sanctionne là où il faut que la sanction tombe, précisément, on ne jette pas l'opprobre sur les autres, et précisément, on arrive à ne pas faire une politique de l'émotion, mais une politique de la raison. Et donc moi, en tant que ministre de l'Agriculture, je dis, oui, il faut aller faire les contrôles. Mais par contre, et je le dis très clairement, celui qui est responsable des contrôles, c'est moi. Celui qu'il faut critiquer, c'est moi. Ce n'est pas l'éleveur, par définition, mais ce n'est pas en allant chez l'éleveur en pleine nuit qu'on fait ce que je disais, qu'on fait un contrôle dans notre pays. C'est moi le responsable des contrôles. Enfin, moi, mon institution, et donc moi, personnellement. Et moi, je le dis très clairement, il faut continuer à avancer sur ces contrôles. On en fait donc 23 000 aujourd'hui, tout contrôle confondu. On a quand même 1700 personnes dans les abattoirs. Mais il faut qu'on voit comment on continue à avancer sur ces sujets-là. Ça me paraît extrêmement nécessaire. Le deuxième sujet, ça ne vous étonnera pas, c'est la question de la rémunération. Il faut qu'on aille plus loin sur la rémunération des éleveurs et de l'abattoir si jamais on veut avancer plus rapidement. Alors comment on fait pour augmenter la rémunération ? Ça fait longtemps qu'on cherche, on travaille beaucoup dessus, c'est une équation ô combien compliquée. Mais ce qui est sûr, ne l'oubliez jamais, plus on augmentera la rémunération et donc les capacités d'investissement, plus vite on améliorera le bien-être animal. Et ce n'est pas mercantile que de dire ça. C'est une réalité de toute personne travaillant, je ne sais pas où chacun d'entre vous bosse, mais toute personne travaillant dans une entreprise privée ou dans un commerce le sait très bien. Vous voulez investir pour changer, parce qu'un éleveur, c'est le premier, encore une fois, à vouloir faire du bien-être. S'il n'a pas la capacité d'investissement, l'injonction ne sert à rien dans ce cas-là. Une injonction qui ne peut pas être suivie d'action ne sert à rien. Sauf qu'on a un problème dans notre pays, c'est qu'on a une injonction paradoxale. On a d'abord une injonction de la société qui dit on veut plus de bien-être, plus de bien-être, plus de bien-être. Totalement respectable. Mais par contre, l'action des mêmes, je prends la société de manière globale, vis-à-vis de la rémunération et du paiement des produits, n'est pas du tout en conformité. Pas du tout. Et donc aujourd'hui, la rémunération des produits de la viande continue à être en déflation, c'est-à-dire que les produits d'achat continuent à diminuer dans notre pays. Ce qui est d'autant plus compliqué que dans le moment économique qu'on vit, on voit d'ores et déjà le panier moyen, c'est-à-dire l'acte d'achat dans les supermarchés, commencer à diminuer. Et donc ça rend l'équation encore plus difficile dans la période. Au même moment, on voit aussi quand même beaucoup plus de Français se poser la question de se dire « je reconnais que l'acte de l'alimentation est quelque chose d'essentiel parce que ça m'apporte sur la nutrition, c'est-à-dire sur ma propre santé. » Moi, je pense qu'il faut le mettre en avant de manière essentielle. L'acte de nourrir est le premier des impacts sur votre santé. Hippocrate disait le premier des médicaments, c'est l'alimentation. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup
prennent de plus en plus en compte cela dans l'acte de nutrition. Et donc, c'est un facteur de création de valeur in fine, ou en tout cas de mise en avant de la valeur de nos productions françaises. Parce que, on se le dit clairement, l'impact nutritionnel d'un poulet venant d'Amérique du Sud ou d'un poulet en France, quelle que soit la vision et la conception que chacun d'entre vous peut avoir d'un élevage, c'est pas la même. C'est pas la même. Mais le prix n'est pas le même non plus. Et donc la question, c'est comment on accompagne cela. C'est essentiel. Et sur ce sujet-là, on travaille beaucoup. On a notamment missionné encore dernièrement Monsieur Papin, Serge Papin, qui avait fait tout le travail dans le cadre des États généraux de l'alimentation sur ce sujet de la répartition de valeur pour essayer de trouver des moyens d'aller encore plus loin. Mais vous l'aurez compris, mon souhait, c'est d'aller le plus loin possible dans cette rémunération. Et puis le troisième volet, c'est le rôle du consommateur. Et sur le rôle du consommateur, moi je pense qu'il y a effectivement la question de l'information légitime du consommateur. Et je connais, et je voudrais saluer tout le travail fait par la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences sur le volet de l'étiquetage. Moi, je pense que, alors premièrement, vous avez vu dans mon discours, à quel point je dis que c'est une responsabilité collégiale et que le rôle du consommateur est important. Le consommateur, si on veut qu'il ait un rôle, il doit être éclairé. Définitivement, sinon il ne peut pas assumer ce rôle-là. Donc il y a la question de savoir est-ce qu'on peut lui mettre en place un étiquetage venant lui dire tel type d'élevage ou tel type de production, telle filière en fait répond à telle caractéristique. Vous l'aurez compris, moi je suis un profond défenseur de l'information. Je pense juste, c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à travailler, qu'il y a certains écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Il y a d'abord un premier écueil, c'est trop d'informations tue l'information. Je ne sais pas si on est champion du monde du labelling et de l'étiquetage en France, mais on ne doit pas en être loin, je pense. Et donc il faut faire en sorte que toutes les initiatives soient bien coordonnées, on en a parlé avec le président Schweitzer, et qu'à la fin ce soit simple et compréhensible. Je crois que c'est très important. Le deuxième sujet, c'est une question qui est, est-ce qu'il faut que ce soit obligatoire ou pas obligatoire ? C'est un peu la différence entre un label et un étiquetage. Moi, je vais vous dire, là aussi, de manière très franche, ma pensée là-dessus. Je pense qu'il faut faire attention à un point, c'est que dans le marché commun aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire évoluer, hein, mais dans le marché commun aujourd'hui, si vous importez un poulet venant de je ne sais où, lui, il n'a pas d'étiquetage. Et sauf s'il est transformé. Et s'il n'est pas transformé, il n'a pas d'étiquetage dans beaucoup de points de vente. La question de rendre obligatoire cet étiquetage fait que vous pourriez vous retrouver avec des productions, imaginons qu'ils soient que françaises, des productions françaises qui soient étiquetées D ou E, qui restent bien meilleures à une production qui vienne d'Amérique du Sud ou autre. Mais sauf que cette même production d'Amérique du Sud ou autre, elle n'a pas d'étiquette. Et ça pose un vrai sujet, un très gros sujet même. Parce que quand vous n'avez pas d'information, vous vous dites, c'est forcément peut-être moins pire que l'information qui est un E avec un rouge vif. Et donc c'est un point, c'est pour ça que moi je me base sur ces sujets d'étiquetage, pour une harmonisation d'abord européenne de la chose et ensuite de voir, vous avez vu mon discours sur la question du commerce international. Et puis le troisième élément, c'est que moi je pense que donc ça veut dire que moi je suis plutôt favorable, à minima dans un premier temps, à ce qu'on continue à travailler sur un volet de label plus que d'étiquetage obligatoire ou d'étiquetage volontaire plus que d'étiquetage obligatoire. Ça ne veut pas dire que la finalité ne doit pas être, mais ça veut dire que tant que je peux avoir sur nos étals deux blancs de poulet, et malheureusement il n'y a rien qui ressemble plus à un blanc de poulet qu'un autre blanc de poulet, et que j'ai d'un côté un truc rouge vif et de l'autre côté pas d'information, alors que celui qui est produit en France reste bien meilleur que celui sur lequel j'ai pas d'information, je crée en fait un système qui n'est pas un bon système d'information pour le consommateur. Et le troisième élément, c'est que je pense qu'il faut faire attention à un point, moi que j'ai vécu au niveau des ministres européens il y a quelques jours, semaines, c'est que dès lors que vous dites on fait un truc obligatoire, faire attention à un point, c'est que souvent on tire vers le bas l'objectif. Et ça, quand vous faites
Une discussion au niveau, vous avez compris le sens de l'histoire, c'est d'avoir quelque chose harmonisé au niveau à minima européen, puisqu'on a un marché commun. Mais quand vous faites une harmonisation au niveau européen d'un label, d'un étiquetage plutôt, obligatoire, à ce moment-là, la réaction assez naturelle de beaucoup, c'est de dire, bon ben, il faut en fait qu'au lieu d'être là, on va se mettre là, ce sera une première étape, vous verrez, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que je crois que le sens, justement, de cela, c'est de dire au contraire, si on va dans une telle démarche, c'est pour créer de la valeur et de dire aux consommateurs, regardez, si on fait ça, c'est au contraire parce que c'est très intéressant et que l'éleveur, par ce comportement d'avoir investi, puisse retrouver, parce que justement, il va créer de la valeur. Donc il faut plutôt que ce soit quelque chose qui soit ambitieux dans ce cas-là et volontaire, que quelque chose qui soit très dégradé et contraignant. J'en ai une intime conviction. Et puis enfin, je terminerai juste pour dire, je crois qu'il faut, au final, ce sera ma conclusion, avoir en tête que dans notre pays, en ce moment, se joue un débat qui, moi, est un débat qui m'inquiète, qui est une opposition de plus en plus forte entre les urbains et les ruraux, parfois entre les ruraux et les néo-ruraux, comme on les appelle. Et que, souvent, cette question de l'élevage, de l'abattoir, n'est pas le seul, mais est un des visages de cette opposition qui est de plus en plus forte et qui doit trouver ses sources dans ces convictions légitimes des uns et des autres que j'évoquais tout à l'heure. La vision de la gestion et de l'élevage d'une poule en plein centre de Paris n'a juste rien à voir avec la gestion et la vision que vous pouvez avoir d'une poule lorsque vous habitez dans les ruralités. Mais c'est pas la même chose. La vision de celles et ceux qui vivent autour d'un élevage et qui voient comment ça se passe tous les jours n'est pas la même que celles et ceux qui ont comme information une vision des réseaux sociaux de l'abattoir. C'est pas la même. C'est pas la même. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans un élevage, dans une porcherie. J'ai fait de l'insémination de truies dans une porcherie. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment ça se passe alors que on le fait de manière naturelle. Enfin naturel, avec un... Vous m'avez compris. Ce que je veux dire par là, c'est que pour savoir si une truie est en chaleur, je ne sais pas... Est-ce que d'autres que moi ont déjà fait une insémination de truie dans la salle? Ah, bah voilà, super. Je ne suis pas seul, merci. Pour savoir si une truie est en chaleur, comment vous faites? Vous appuyez sur son dos. Une truie, ça fait déjà beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Mais alors quand vous touchez le dos d'une truie pour savoir si elle est en chaleur, ça fait énormément de bruit. Et ça, ce n'est pas l'éleveur qui est en cause. L'éleveur, il pose sa main, il teste. Et c'est la nature, c'est comme ça. C'est comme ça que le verra fait. Et ben, l'éleveur, il fait pareil. Vous êtes quelqu'un qui ne connaissait rien à ça, qui passait à côté et qui voit l'éleveur faire ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire à cette pauvre truie? Vous voyez? Par cette image que j'ai vécue moi, et très personnelle, et je vous demande de ne pas la répéter, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a parfois des décalages de conception qui sont très fortes. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette opposition qui commence à naître entre les ruraux et les urbains, parfois elle est inquiétante. Et ce que je veux dire par là, c'est quand un éleveur, toute la journée, il se voit critiquer, alors qu'il sent qu'il veut avancer, critiquer, et que parfois il fait cette transition, et qu'il va déposer au service de la mairie le dépôt pour faire un élevage de poules en plein air, et qui se prend recours sur recours sur recours, à la fin, il ne comprend pas. Et quand l'éleveur, à la fin, il dit « mais moi, je suis prêt à le faire, mais par contre, en fait, la réalité, c'est que je gagne 8 000 € par an, 10 000 € par an, parfois plus. Enfin, parfois, c'est ça. » Et qu'il y a les mêmes qui leur disent « mais il faut investir, il faut investir. » Il serait le premier, il en rêverait même. Il en rêverait. Là, il ne peut pas. Et je dis ça avec énormément de conviction, c'est que chacun d'entre nous, on se doit de comprendre les difficultés des uns et des autres. Chacun. Et surtout, arrêtons de pointer du doigt les uns et les autres. Arrêtons d'être chacun sur la défensive. Arrêtons. Et quand moi je dis
les premiers à vouloir le bien-être animal, c'est les éleveurs. Certains vont me dire, oui, il dit ça parce qu'il est ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et il veut soutenir les éleveurs. Non, c'est une réalité. C'est l'anecdote là aussi que je donne souvent. Loïc Dombreval a énormément, avec Cédric Villani, travaillé sur la maltraitance des animaux domestiques. Bon. L'abandon, c'est 100 000 animaux domestiques. 100 000. J'ai jamais vu, enfin, j'ai vu beaucoup de chiens, chats abandonnés sur les routes, j'ai jamais vu un cochon abandonné au bord d'une route. Jamais. Jamais. Et aujourd'hui, cette dynamique-là, il faut la prendre en compte, il faut la respecter. Et je dis ça parce que la question au final que vous avez évoquée, c'est quoi l'avenir de l'élevage en France? L'avenir de l'élevage en France, c'est d'abord se nourrir. On peut ne pas accepter cela, mais enfin on est beaucoup à considérer que manger de la viande, c'est en fait un principe assez naturel quand vous êtes un homme. Et je le dis avec ma sincérité, je ne demande à personne de me suivre. Enfin, je le dis, je l'assène. Et par contre, en tant que ministre, je dis aussi qu'aujourd'hui, on a des vrais sujets d'apport nutritionnel en fonction d'un certain nombre de nouveaux aliments qui sont mis sur le marché. Et qu'il faut ça aussi le dire et l'affronter en face. Et que c'est un sujet extrêmement important. Et que sur cet avenir des élevages, au-delà de cette première priorité qui est de nourrir, il y a une deuxième priorité qui est incroyablement importante, c'est que ces éleveurs, ces femmes, ces hommes, cette agriculture, elles font vivre nos territoires. C'est trop facile de se dire, moi j'adore aller montrer à mes enfants des vaches dans un pré, et puis de se dire, en fait, l'autre partie de la journée, je me dis, c'est pas grave, on peut tout arrêter. Quels sont nos territoires? Quelle est une partie de notre identité sur cet élevage? Un monde qu'on laisse à nos enfants où un steak est un steak de laboratoire, parce que c'est quand même ça la question aujourd'hui, un steak de laboratoire fait avec des cellules souches. Une cellule souche, c'est une cellule, vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez, y compris un steak. C'est ça la société qu'on veut laisser à nos enfants? Ou au contraire, c'est une société où on est tous responsables, on comprend les contraintes des uns et des autres, et puis on se dit, oui, c'est aussi une part de notre identité, dans le respect de la sincérité des uns et des autres. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques convictions que je voulais partager avec vous, en m'excusant d'avoir été trop long, mais en vous remerciant infiniment d'avoir ces échanges, et je souhaite vraiment pouvoir les continuer dans le même état d'esprit avec vous. On n'est pas d'accord sur tout, mais on est avant tout d'accord sur le fait que c'est un sujet et qu'il faut avancer, et donc voyons comment on peut trouver ces chemins en commun. Un grand merci à toutes et tous.